vous souhaiter la bienvenue tous à ce dialogue, cette conversation avec le chef Sayan. On vous remercie de votre temps et de l'intérêt que vous portez à ce sujet, à ce dialogue, cette conversation. Ce sont des opportunités uniques que nous avons de pouvoir entendre directement de la part du chef Sayan. Alors, le chef Sahel participera dans cette conversation euh, guidée par Kitty et France-Isabelle. France-Isabelle, la directrice générale de Amnesty International francophone, secteur francophone, qui est à Montréal. Et elle va co-animer cette conversation avec Kitty Niviabandi, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, secteur anglophone, qui est ici à Ottawa. Cette conversation nous parlera surtout de Chef Tsel lui-même, qui il est en tant que chef, sa nation, la lutte de sa nation Wet'suwet'en pour la terre, pour l'eau, leur capacité de prendre des décisions sur leur propre territoire sans cette interférence, cette imposition. Il va aussi parler de quand il a été emprisonné dans cette conversation-là et aussi quelques aspirations du peuple Wet'suwet'en. Alors, c'est ce que nous comptons entendre durant cette conversation. Et vous, les participants, les spectateurs, pourront poser aussi des questions dans une deuxième partie et mon collègue va vous en parler. Et je vais maintenant passer la parole à Issan qui va parler d'une reconnaissance de la terre sur laquelle nous nous retrouvons. Et par la suite, ce sera Kitty et France-Isabelle qui commenceront la co-animation. À vous maintenant, Issan. Merci beaucoup, David, mon collègue. David, directeur de recherche sur les politiques et défense des droits. Mon nom, c'est Sam Gardy. J'ai l'honneur d'être directeur de mobilisation, communication ici à Amnesty International Canada. Et je suis heureux de faire partie de cette équipe, ce mouvement mondial de 10 millions de militants, de bénévoles qui travaillent collectivement pour s'adresser aux droits bafoués. Et une partie de ce travail fait que nous devons commencer aussi par une reconnaissance de la terre sur laquelle on nous retrouve, et c'est à moi de le faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous parle en tant que euh, euh, peuple qui est venu coloniser dans mon histoire et je veux comprendre l'histoire de réconciliation. Alors, le secteur anglophone est maintenant sur ce que nous appelons Ottawa, qui est sur le terre non cédée ancestrale, les terres et les eaux de la nation Algonquin, Anishinaabe. Et leur présence, c'est depuis le début des temps. Et nous respectons tous les accords des traités à travers toute cette terre, ou ce que nous appelons l'île de la Tortue. Alors, vous êtes de partout sur justement ces différents territoires non cédés, les gens dont leurs droits n'ont pas été respectés. Malgré qu'il y a ces frontières politiques entre les provinces, cela n'a pas toujours été le cas et c'est important de le reconnaître. Et à travers le processus de colonisation et discrimination systémique qui continue encore aujourd'hui, les peuples autochtones à travers le pays ont vu leur territoire devenir que des petits terres et aussi petits morceaux de terre. Et c'est à nous aussi de reconnaître cette responsabilité, notre rôle là-dedans, et de pouvoir apprendre et nommer les choses auprès des peuples des Premières Nations et de pouvoir avancer la réconciliation avec les peuples autochtones à travers le pays. Et en dit cela, nous renouvelons notre engagement de soutenir les droits des peuples autochtones en travaillant contre l'oppression, contre le racisme. Avant de passer ça à nos co-animatrices, c'est vrai que j'ai quelques détails un peu de cuisine à vous partager. Il n'y a pas de fonction de chat pour ce webinaire, comme vous voyez, mais il y a une fonction questions-réponses que vous pouvez utiliser si vous avez des questions que vous voulez poser.
et ça sera modéré, revu, partagé avec nos panélistes, avec nos co-animatrices. Et je rappelle à tous ceux qui prennent parole aujourd'hui de ne pas parler trop vite pour l'interprétation. Et à ce sujet, nous avons aujourd'hui l'interprétation simultanée en direct anglais-français. Donc, en bas de vos écrans, vous pouvez voir l'option et choisir langue, interprétation, et choisir votre langue, français ou anglais, pour entendre le webinaire dans la langue que vous préférez. Si vous avez de la difficulté avec cela, s'il vous plaît, vous pouvez écrire une note dans la section questions-réponses et quelqu'un va essayer de vous soutenir techniquement. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, ce webinaire sera enregistré et sera partagé et par la suite. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à nos deux co-animatrices, secrétaire général d'Amnesty International Canada, Kitty Nivia Bundy, et directrice générale d'Amnesty International francophone, France-Isabelle Langlois. À vous deux. Merci beaucoup, Isan, David. Bonjour, bon après-midi, tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous pour cet événement de grande importance. Militantes et militants d'Amnesty International francophone et à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent à travers le Canada et le monde, on l'espère aussi. Comme cela a été mentionné, ceci est un événement bilingue. Donc, ma collègue France-Isabelle et moi se joindra à moi pour cette conversation avec le chef Sahel. Now, as many of you know by now, Comme la plupart de vous savez déjà maintenant, en juillet cette année, Amnesty International a pris cette décision sans précédent de désigner le chef Taïl et le clan Liksemisu de la nation Wet'suwet'en comme le tout premier prisonnier d'opinion d'Amnesty International au Canada. Qu'est-ce que c'est un prisonnier d'opinion pour Amnesty International? C'est toute personne qui est en prison ou qui a des contraintes physiques. Ça peut aussi être à domicile, simplement à cause de leurs croyances ou convictions politiques, religieux ou leur origine ethnique, statut ou identité de genre ou tout autre statut. Et en même temps, quelqu'un qui n'a pas employé aucune violence ni haine dans les circonstances qui les ont amenés vers de devenir détenus. Alors, quand nous avons rencontré le chef Tsaïl en juillet, on a demandé qu'il soit libéré sans condition, comme nous faisons pour tous les prisonniers d'opinion. C'est justement pour ça qu'on le désigne. Alors, nos deux secteurs anglophones et francophones ont travaillé de très près durant les dernières années en partenariat pour pouvoir faire de la recherche et défendre les droits contre justement tout ce que cette nation Wet'suwet'en a vécu en ayant leurs droits violés. Et nous affirmons aujourd'hui que le chef Sahel a été injustement détenu simplement parce qu'il voulait défendre les droits et les terres du peuple Wet'suwet'en. Fort heureusement, le chef Sahel a depuis été libéré et nous avons donc l'immense privilège de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. And it is now my pleasure to introduce Et c'est maintenant mon plaisir de pouvoir présenter chef Sahel. Il est aussi reconnu comme Adam Gagnon, qui est chef du clan Likshumasu de la nation Wet'suwet'en. Et dans ce rôle de chef, il a le devoir de protéger les terres, les écosystèmes pour les générations actuelles et les générations futures. Donc, vraiment, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous et j'aimerais commencer notre conversation et racontez-nous un peu à votre sujet. Racontez-nous votre rôle en tant que chef, ce que cela signifie pour les gens participants qui sont avec nous, qui ne connaissent peut-être pas votre structure
de votre nation Wet'suwet'en et aussi l'histoire de votre nation en tant que telle. Merci beaucoup, Cathy. Je suis le Wing Chief, le chef du clan Lickshamishu, et c'est la Maison du Soleil. J'ai une petite difficulté ici. Voilà. OK. Je ne voyais pas bien mon écran. Alors voilà, oui, je suis le chef pour ce clan Lickshamishu, puis un des membres de la Maison du Soleil, qui est une des trois maisons de ce clan Lickshamishu. Les trois maisons, c'est la Maison du Soleil, Maison de l'Hibou et Maison Croche. Et ce sont les clans qui font partie de l'Ixamisu, les maisons de ce clan. Nous avons d'autres clans aussi dans la nation Wet'suwet'en, 5 en tout, pour être précis. Et nous ne sommes qu'une de ces maisons-là qui observe et qui veut protéger nos terres. Et c'est intéressant quand on voit on regarde notre histoire. On peut reculer dans cette résistance pour notre territoire depuis 240 ans entre le Giksan et le Wet'suwet'en. Et nous avons toujours regardé comment protéger notre terre, nos terres, toujours une résistance contre les gouvernements provinciaux fédéraux et cela se poursuit sans fin. Et un des éléments que j'aimerais vous raconter, c'est un peu l'histoire pour faire comprendre la nation Wet'suwet'en et comment nous résistons depuis si longtemps. Quand on regarde, il y a eu un impact, fort impact par influenza et d'autres maladies dans les tout débuts de ce contact et ça avait tué à peu près 80% de notre nation Wet'suwet'en. Et quand on suit plus loin sur la côte, il y en a que c'était 95% d'impact de leur population qui sont morts à travers les différents virus comme la variole et l'influenza. Alors, ça a été facile, si on veut, pour les colonisateurs, le gouvernement canadien de finalement de nous contrôler, vu qu'on avait perdu tant de notre population. Et ce qui s'est produit, c'est dans 1800 quelques où bon, le gouvernement a commencé à faire un peu de ménage, puis à déplacer nos peuples de nos terres et nous mettre sur les réserves. Donc, quand on regarde un peu, quand on parle de conscient prisonnier qui peut être désigné comme un prisonnier d'opinion, ben, ce prisonnier d'opinion, c'est à travers l'histoire du Canada, on n'en parlait pas quand on nous a comme collecté un peu pour nous mettre sur des réserves dans les années 1800. Ce que nous étions, c'est qu'on nous donnait quoi quelques kilomètres carrés et sur ces terres de réserve, en essayant de dire très prétentieux qu'ils étaient en train de nous aider. Alors, ils ont dit, on vous donnera des maisons, de la nourriture. Puis durant ce temps-là, ils ont construit des petites cabanes qui étaient probablement 4 à 60 pieds carrés. Et c'était ça les maisons qui ont mis des familles complètes dedans, en disant, ben, on manquera rien, ils vont s'occuper de tous nos besoins. Et c'est ce qui s'est produit il y a très longtemps. Donc, un des éléments qu'on voit là, c'est on nous a toujours donné assez pour survivre, mais pas pour fleurir. Et nous étions comme dans des prisons à air ouvert. C'était ça un peu les réserves parce que on avait le droit d'avoir une liberté, mais juste sur 2 kilomètres carrés ou quelques kilomètres carrés. Et puis, comme la terre où quand ils ont mis ces frontières, ils nous ont permis quelques kilomètres carrés. On n'avait pas le droit de quitter la réserve.
Et les Canadiens et les autres Canadiens n'avaient pas le droit de venir sur notre terre. Puis, si on voulait partir, ça demandait une permission de l'agent pour les Autochtones ou le prêtre, parce que l'Église et l'État travaillaient collectivement pour contrôler tous nos peuples. Et l'un des éléments à l'Église et l'État, c'est que ils ont commencé à nous donner des numéros de statut. D'abord, ils devaient nous mettre ensemble, nous donner une catégorie. Donc, à ce moment-là, l'Église donnait à tout le monde des noms anglophones. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes des Premières Nations ont des prénoms qui vont avec la Bible, que ce soit Joseph, François. Bon, les femmes, la plupart ont comme des noms de saintes ou ce genre de choses. Et donc c'était la façon de nous mettre sur leur registre à travers tout le Canada, pas juste le peuple Wet'suwet'en, mais ici sur nos territoires, le Wet'suwet'en, on nous a rassemblés pour nous mettre dans ce genre d'environnement. Et c'est important de réaliser, de noter le fait que c'est une situation où nous, comme Wet'suwet'en, on a résisté cela à travers toute cette histoire-là de la colonisation. Et l'un des plus grands éléments de ce qui a été vécu, bon, on a eu des chefs de façon héréditaire en 1925 sont allés à Ottawa avec l'un des prêtres parce que personne de notre peuple parlait anglais. Donc, devait aller avec l'un des prêtres qui pourrait parler en leur nom. On pourrait essayer d'avoir une rencontre avec la reine. Puis durant ce temps-là, ben, c'était pas nos chefs ou ils venaient juste de terminer le train Grand Trunk en Colombie-Britannique et c'est ce qui a permis à nos chefs de prendre le train pour traverser le Canada et ils n'ont jamais pu avoir une rencontre avec la reine parce qu'ils savaient que la reine viendra au Canada, puis ils voulaient voir s'ils pouvaient. Et donc, la résistance pour ce qui leur arrivait et comment. Mais tout ça s'est produit à une autre date aussi, qui est dans les années 50, quand une délégation de chefs sont allés à Ottawa encore une fois, et cette fois-ci, il y avait un gestionnaire du band, du groupe qui était blanc, puis qui pouvait bien prendre la parole, puis il avait comme allié pour pouvoir les accompagner à Ottawa, puis parler en leur nom, être porte-parole. Mais encore une fois, tous les différents ministères à Ottawa les ont pas tellement écoutés ou leur montré la ville, tout ça. Puis après ça, ils les ont renvoyés, ils les ont gardés occupés sans s'adresser aux enjeux, sans vraiment pouvoir avoir une rencontre avec le premier ministre non plus, à ce moment-là non plus. Puis après, ils devaient retourner chez eux. Donc, ils ont été déçus de tout cela, désillusionnés de tout cela. Alors, comment l'Église et l'État travaillent là, c'est en 1884, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu ils ont vu cette richesse. C'était un moyen pour notre gouvernance à travers Potlatches, c'était quelque chose de très important parce que euh, euh, tout ce qui se passait de nos commerces et tout ça, les gens qui venaient à ces événements-là, tout ce qui se faisait comme travail, c'était devant les gens, c'était publiquement, c'était ouvertement. Alors, il n'y avait pas de mésentente sur ce qui s'est passé. Et donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est le gouvernement, l'Église, les affaires indiennes, Indian Affairs, et il y avait comme la tempérance aussi en 85 faisait que on n'avait pas le droit d'avoir ces rassemblements, mais il y avait une résistance du Wet'suwet'en et ils ont continué à les faire à travers ce temps où c'était pas permis parce que c'était
de résister et que le gouvernement n'avait pas le droit de nous empêcher de se rassembler, de travailler nos affaires ensemble. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que le Geek Sam, très rusé, ben, ils avaient des grands rassemblements publics, mais ils le faisaient comme si c'était un banquet. Comme ça, quand les prêtres ou les agents arrivaient, ils disaient, mais non, c'est un banquet. Ils faisaient toutes leurs affaires autour de cette table-là. Mais le Wet'suwet'en, nous, on était moins nombreux aussi. Notre population était plus petite, moins nombreuse, vu ce qui avait été vécu auparavant lors du contact et les maladies. Donc, nous, on pouvait avoir ces potlatches, ces moments traditionnels comme on a toujours eu. Et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. On a toujours eu ces rencontres, ces rassemblements. Alors, nous, qu'on dit potlatch, c'est intéressant parce que on nous accuse toujours de penser que tout nous est dû. Et ça, c'est quelque chose que les, euh, des fois, les Canadiens chinois ou autres ne comprennent pas toujours, mais qu'ils nous ont obligés, ils nous ont mis sur ces réserves, nous ont promis de répondre à nos besoins. Et c'est là aussi que ce, maintenant, on a quand même souffert six, sept générations de penser qu'on a un peu ces droits où tout nous est dû ou ce concept-là. Puis ça va nous prendre un temps de pouvoir guérir de ce genre de choses qui nous a habité tant de générations. Mais tout ce que je regarde avec la résistance, les terres, tout ça, tout ce que nous voulons, c'est d'être reconnus comme étant propriétaires de nos terres ancestrales traditionnelles, qui est de 22 000 kilomètres carrés. Et puis, si on ajoute le Gixam, ben là, on est plutôt dans les 60 000 kilomètres carrés. Et on travaille de façon très pointue d'essayer de s'assurer que le monde peut aussi parler pour nous. Puis Amnesty International a été vraiment merveilleux de pouvoir mettre la lumière sur la situation à Wet'suwet'en et notre résistance qui existe depuis très longtemps, qui est depuis ses débuts. Et c'est important aussi pour nous de regarder tout cela et de réaliser que c'était l'Église et l'État qui voulaient nous coloniser ou qui voulaient nous convertir en Européens plutôt que de garder notre propre culture qui était quand même très vivante depuis des milliers d'années. Et quand on dit potlatch, puis on revient à ce que c'est, alors tous les échanges, le commerce, tout se passait là, mais on avait un système de taxation qui était, ou d'impôts, qui était très éloquent, qui était très juste. Et puis moi, en tant que chef et tous les autres chefs des clans, on a toujours payé plus cher nos impôts. On fait une grande contribution envers nos communautés et c'était pour maintenir aussi notre statut comme étant des chefs. Alors, c'était très important, tout ça pour, puis plusieurs chefs, plutôt que de prendre tout ce qu'ils peuvent pour eux-mêmes, ils vont donner, ils ont donné, donné. Et il y en a qui sont morts quasiment les mains vides parce qu'ils avaient tout donné à leur communauté. Et donc, les grands chefs payaient plus d'impôts que tous les autres. Et ceux qui avaient des moyens faisaient aussi contribuer à la communauté. Et les personnes qui n'avaient pas de moyens contribuaient par le travail physique ou manuel, travaillant pour plusieurs personnes dans la communauté, des différents événements. C'était leur façon, eux, de payer leurs impôts par du travail. Alors, c'était important que les gens comprennent que nous avons été victimes de penser que tout nous est dû, vu qu'on était sur les réserves et tout ça. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Chief, Et c'est important. Tayo,
Je vais me permettre de vous interrompre. Je vois le temps passer. Est-ce que vous avez la traduction? Vous m'entendez en anglais? Do you, do, did you activate the translations? Can you hear me in Est-ce English? qu'on vérifie s'il entend en anglais l'interprétation? Je voudrais poursuivre avec une question complémentaire en français. Est-ce que vous avez, did you activate the translation, Chief Tail? Can you hear Uh, me? I'm not familiar with how to. J'avoue que je ne sais pas comment le faire. There's little icon which looks Alors, like on explique comment on trouve l'interprétation en prenant that le looks petit like icône. Is that the QA or? Est-ce que c'est en lien avec les questions-réponses ou le chat ou mais j'avoue que je ne vois pas, maybe je ne le something. retrouve pas. Can someone that is more familiar with Peut-être quelqu'un peut the lui logistic raconter comment can trouver jump in and explain to the l'interprétation. Chief Tail how to Excuse me, I think it's going to be a little bit of a challenge for Je pense que ça sera Mr. peut-être Hamilton un to translate défi English and French. pour lui d'entendre anglais-français. Alors peut-être que c'est simplement plus simple dans ce cas-ci de communiquer avec lui en anglais simplement. On sera sûr qu'il comprend pour qu'il puisse répondre aux questions. Puis les interprètes continuent à interpréter pour nous. Alors tout sera interprété, peu importe ce qui est dit. Et comme ça, on va être sûr que ça fonctionne pour ne pas que ça soit compliqué non plus pour lui, si ça vous va. It's okay. Oui, I on will peut go faire on la in question. English. Non, non, c'est bon, je vais poser la question en anglais, il n'y a pas de Yes. problème. Can you tell us a little bit, Chief Est-ce Tail, que vous pouvez about nous the parler un role peu du rôle of the woman des femmes dans votre in your culture, culture? the place that La they place qu'elles take in the prennent governance dans le peuple structure, wet'suwet'en, and dans votre structure de also gouvernance, the place or the role that they are playing et leur in the rôle struggle that you are dans aussi cette lutte et cette leading, actually. résistance que vous nous parlez aussi. Yeah, thank you very much, Daria. It was, Oui, merci beaucoup. Alors, c'était difficile pour moi de ne pas déjà en parler auparavant. Alors, je suis contente que vous me posez cette question-là. Le peuple Wet'suwet'en, nous sommes une société matrilinéaire, ce qui veut dire que les femmes jouent un rôle très important au niveau politique dans notre culture. Et ce que cela veut dire, c'est que normalement, ce sont les femmes en lien avec quelques-uns des chefs qui préparent les jeunes chefs à, à se préparer à devenir chefs pour qu'ils deviennent chefs. Et étant une femme, bon, pour que vous soyez consciente, j'ai déjà demandé à ma mère une fois, je lui ai dit, nous sommes une société matrilinéaire, alors pourquoi c'est les hommes qui aident les chefs, là, les grands chefs? Et ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que les femmes ont tous leurs enfants qui les tiennent fortes et qui suivent et qui contribuent au nom des femmes. Et elle dit que les hommes n'auront jamais cela. Eux, leur seul honneur et statut, c'est qu'ils vont recevoir en tant qu'hommes, c'est d'être reconnus et de recevoir le titre comme grand chef. Et c'est le seul honneur ou noblesse qu'ils vont pouvoir vivre dans leur vie. that's the reason why they've always Et groomed c'est men. donc la raison pour laquelle ils ont toujours porté ces titres de chef. Et bon, ce qui est arrivé dans l'histoire en tant que société matriarcale, quand un homme euh, a sa femme d'un autre clan, ce qui arrive, c'est que
c'est l'homme qui va toujours changer de clan, jamais l'inverse, parce que ce qui arrive, c'est que quand il déménage dans le territoire de la femme, donc tous les enfants vont naître là, il va faire de grandes contributions pour s'assurer que ces enfants vont être pris soin. Et, et donc, il fait également des contributions à son propre clan, ce qui est très généreux. Et c'est ainsi donc qu'ils peuvent faire partie de la communauté. Alors, c'est important de voir la, la définition d'être une société matriarcale parce que les enfants suivent tout le temps la mère. Mais qu'est-ce qui arrive? Bon, après la colonisation, l'Église et le curé étaient toujours en train d'essayer euh, d'interrompre cette coutume. Et ce que nous avons fait, donc dans mon cas avec ma grand-mère, Angeline, le curé lui a fait donc marier au chef du clan Luxilia. Et donc, il était appelé le chef de l'Église et il ramenait donc des gens à l'Église. Et ce que le prêtre a fait également, c'est que bon, il a ramené il a rassemblé tous les chefs et leur a expliqué que les femmes doivent servir les hommes, être leurs servantes et ils ne peuvent pas laisser que les femmes les contrôlent. Donc, il y a eu beaucoup d'abus à cette époque. Mon grand-père est devenu très abusif avec ma mère, ma grand-mère. Et ils avaient cette pression donc du conseil de l'Église des prêtres catholiques. Et des choses similaires sont arrivées. Ceci a rendu très difficile pour toutes les matriarques. Et donc, ma grand-mère a résisté à l'Église jusqu'au jour de sa mort. Elle n'est jamais allée à l'Église. Euh, Elle avait beaucoup d'admiration pour son père et bon, elle se faisait dire, c'est ton père, et il fera ce qu'il pense qu'il doit faire, mais toi aussi, tu dois faire ce que tu penses. Et elle est ensuite devenue très dévouée à la religion catholique. Et donc, les enfants ont été impliqués là-dedans. Moi, j'ai commencé à aller à l'église très jeune, j'avais 9 ans. Et quand on regarde cela, on a été vraiment très impacté par l'Église, l'État-Église, et ça a été une érosion complète de notre culture, mais nous avons réussi quand même à garder notre culture vivante. Et en faisant nos potlatches, nos cérémonies, en faisant, en continuant nos coutumes, nous sommes devenus quand même très créatifs et avons gardé nos ressources. Mais ensuite, on a été confinés dans nos réserves. Les Canadiens sont venus aussi prendre toutes nos réserves de nourriture. Et quand il y a eu donc le réseau ferroviaire, beaucoup des tribus ont été saccagées, en fait. On se faisait enlever toutes nos réserves et on a été carrément supprimé de l'équation. Il y a eu aussi donc le commerce du poisson et c'est le département ensuite de la pêche et des océans qui a rendu la pêche illégale pour nous. Et c'était devenu donc ensuite illégal pour nous de vendre le poisson que nous pêchions. Et nous avons réussi quand même à garder un commerce de la pêche jusqu'à ce jour. Mais car ça faisait partie de notre économie depuis toujours.
Et la même chose aussi avec donc nos autres réseaux. Et donc, dans ces sentiers Grease qui étaient très vivants à l'époque, et c'est très intéressant d'entendre leur histoire, comment est-ce qu'ils transportaient la nourriture, les fruits dans les territoires, comment ils échangeaient avec les fruits de mer. Et tout cela faisait partie de notre commerce d'échange qui était très actif. Et après la Deuxième euh, Guerre mondiale, une autre de nos activités qui a été très interrompue, c'était la chasse du caribou. Et dans les territoires du nord de la Colombie-Britannique, il y avait donc des dizaines de milliers de caribous qui ont migré vers ces territoires. Et ces territoires où est-ce que les caribous migrent annuellement, c'est ce qui permettait que nos peuples demeurent bien en santé et bien nourris. Mais en 1956, il y a donc le gouvernement, l'industrie qui ont tué des milliers de caribous, puis ils ont inondé les terres. Et donc, ils se déplaçaient. Ils, ils se déplaçaient et comme ils ont inondé toutes ces terres, les caribous ne pouvaient plus se déplacer. Ils essayaient de nager et donc ils mouraient tous parce qu'ils étaient exténués d'essayer de nager pour traverser les territoires. Et ensuite, en 1961, euh, il y a donc un professeur qui est allé étudier la situation. Il a dit, dans les 5000, en une semaine, ils ont compté plus de 500 carcasses de caribous parce que leur chemin de migration était complètement bloqué. Et ce qui est arrivé, bon, c'est que ces personnes ont été tuées parce qu'ils ne voulaient pas donc qu'ils poursuivent leur recherche. Et jusqu'à ce jour, cette industrie et le gouvernement travaillent main de la main et nous gardent tout le temps à l'écart et ne permettent pas la reconnaissance de nos territoires par le gouvernement canadien. Et nous sommes donc dans une situation maintenant où est-ce que, chef, désolé si je peux vous interrompre brièvement parce qu'on va passer à ce sujet. Vous avez vraiment donné une image très vivante de l'histoire de la colonisation, de tout l'impact que cela a eu non seulement sur votre nation, mais votre façon de vivre, votre environnement, les animaux qui formaient partie de votre communauté, vos relations entre les nations. Donc, c'est une attaque complète et une destruction massive de votre façon de vivre et comment cela se traduit en de violations graves de vos droits. Avant de parler un peu plus de ce qui se passe aujourd'hui on essaie de s'engager ensemble, je voulais vous demander, vous venez de compléter 60 jours d'assignation à résidence imposée par la Cour suprême. On voudrait d'abord savoir comment est-ce que vous vous sentez physiquement et mentalement parce que vous avez subi cette violation de vos propres droits. Bon, c'est très intéressant parce que, bon, j'ai beaucoup de sentiments rencontrés. Le système de la Cour suprême est fait de telle façon qu'ils doivent protéger les lois coloniales. Et c'est là où est-ce que
Donc, il y a eu cette injonction et l'industrie mène en fait ces injonctions et ensuite, il y a aussi bon, tous ces conseils qui empêchent donc les chefs héréditaires de pouvoir agir. Quand on parle de ces pipelines en 2018, ce qui est arrivé, c'est que bon, il y avait de la résistance de la part de Winstone, c'est un des premiers clans de l'exécutif et ont résisté contre ce pipeline. Et ce qui est arrivé, c'est que, bon, ils ont encore imposé une injonction contre mon neveu et donc lui et sa famille, une matriarche et les tantes étaient là vraiment pour défendre. Il y a 17-18 ans, ils avaient construit leur communauté dans ce territoire Opasopa. Et le Molly c'est avec d'autres chefs, ils ont commencé leur résistance contre le pipeline. Et leur résistance se poursuit depuis plus de 10 ans. Et les Loxamas qui sont bon, les derniers arrivants à cette résistance, ils sont là depuis les 5 dernières années. Ce qu'on essaie, c'est d'être très stratégique de comment est-ce que on peut faire une résistance passive. Et bon, évidemment, nous avons encore beaucoup de défis parce que comment CGL utilise le gouvernement comme un partenaire et se servent de cette injonction vraiment pour pouvoir pénétrer le territoire et empêche donc notre peuple de protéger leurs terres. Et le gouvernement travaille vraiment de près avec l'industrie et ses conseils de bande. Bon, ils disent que le gouvernement bon, leur donne les permis pour construire le pipeline, peu importe si vous résistez ou pas. Donc, ils n'avaient pas le choix de dire oui ou non. Et c'était simplement que le pipeline allait être construit, quoi qu'il en soit. Et donc, ces accords bénéficiaires ont été signés. Et ce sont les tactiques qu'utilisent le gouvernement et l'industrie. Et c'est la façon qu'ils procèdent depuis des centaines d'années. Et ce sont les problèmes qu'on fait face. Et quand ils m'ont détenu, euh, c'est quelque chose qui traînait depuis 3 ans. Ils voulaient carrément juste m'éloigner du territoire. Ils ont également détenu d'autres chefs de l'Iglesias Frida jusqu'à ce que le pipeline soit construit. Donc, il ne cessait de remettre à plus tard un autre cas en cours jusqu'à ce que, bien sûr, le pipeline soit construit. Et finalement, après cela, on a été entendu en cours, mais il était trop tard et nous avons eu tellement de problèmes. à- Et nous n'avons jamais vu autant de gendarmerie dans notre région depuis 2018. Ils harcèlent nos gens, même quand les femmes sortaient, elles étaient harcelées par la gendarmerie royale.
Et bon, une personne blanche, on lui salue, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut sur la terre. Mais si on a le teint plus foncé, tout de suite on est arrêté, on se fait poser des questions. Et c'était vraiment des circonstances qui vont au-delà de ce que n'importe quel autre Canadien va jamais vivre. Et donc, je suis venue donc à Ottawa avec le procureur général pour juste traiter ce cas des Wet'suwet'en. I think they wanted to make an Et example of. je pense qu'ils voulaient nous prendre comme exemple et c'est pour ça qu'ils ont sorti donc les forces pour essayer de nous éliminer, de nous éradiquer à l'époque. Et la GRC ont fait plusieurs tours sur à peine quelques personnes. Ils disaient que c'était simplement une intervention et que personne n'a été tué. Et il y a d'autres parties du monde qui ont intervenu dans cette altercation et tout le monde euh, a quitté en vie, mais c'est quand même pour... il voulait vraiment lancer un message à toutes les nations autochtones, dire voici qu'est-ce qui peut vous arriver si vous interrompez notre industrie, notre colonisation. Donc, c'est très clair que nous avons été maltraités et nous avons donc décidé de ne pas utiliser aucune violence dans notre résistance. C'est une chose que nous faisons. Même un de nos chefs héréditaires disent donc on a été banni de plusieurs choses et pour ne pas créer aucun problème entre les conseils de bande et la résistance. Chef, désolé, j'ai deux, trois autres questions supplémentaires avant de donner la parole à nos participants. Donc, on va poser la question en français et en anglais. Amnesty International vous êtes désigné comme premier prisonnier d'opinion au Canada cet été, en juillet, le 31 juillet pour être exact. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc, on July 31st, Amnesty Canada designated you as the first prisoner of conscience in Canada. So, what does it mean for you? Does it have any special significations in the context Est-ce of que cela a une signification particulière dans le contexte que vous venez de définir? Et une autre question complémentaire, qu'est-ce que vous pensez que les militants d'Amnesty International peuvent faire pour vous aider à réaliser cet avenir et être solidaire avec la nation Wet'suwet'en? Et bon, on voit qu'il y a deux mains levées, mais on vous demande de, s'il vous plaît, écrire vos questions dans le chat. Merci. Merci beaucoup, oui. Bon, en tant que prisonnier d'opinion, je sens que je me suis sentie très privilégiée que Amnesty International a décidé de publier ceci internationalement parce que, comme j'avais dit plus tôt, il y avait les Saucans, les Lexians, on était tous des prisonniers d'opinion d'une façon ou d'une autre depuis 150 ans. Donc, c'est important pour nous de reconnaître que c'est la première fois que ceci a été vraiment un point focus pour beaucoup de personnes.
et comment Amnesty International a suivi notre histoire depuis le début. Et ils ont pu voir ce qui est arrivé dans nos territoires avec les peuples Wet'suwet'en. Et bon, vous avez envoyé des délégués à qui on a pu parler. Et donc, on a pu leur donner, nous-mêmes et les Luxem. Il y a une bonne recherche qui s'est faite sur les problèmes que nous faisons face et comment euh, vous en êtes sortis avec ceci. C'était vraiment merveilleux. Et vraiment, je vous félicite tous d'avoir mis cela de l'avant et pouvoir avoir pu attirer beaucoup d'attention sur le cas, car c'est quelque chose que nous vivons depuis des décennies. Et je suis vraiment très heureux que vous êtes en train de faire évoluer et il n'y a pas assez de mots que j'ai vraiment pour vous féliciter et, euh, et vraiment vous montrer mon admiration. Vous montrer mon admiration pour ce que vous avez fait parce que en tant que prisonnier d'opinion et quand j'ai été arrêtée, ce qui est arrivé, c'est que bon, la police locale ne voulait pas procéder en fait à mon arrestation, donc ils ont dû ramener la, le corps policier qui était attribué à cela de Prince George et de d'autres régions. Et c'est là bon, qu'ils m'ont ensuite transféré à la police locale. Et la police locale, ils savaient bien qu'on ne faisait aucun mal, on faisait juste une démonstration de résistance pacifique sur nos terres. Mais la police qui était désignée à nous arrêter sont ceux qui ont dû bon, venir m'arrêter. Et tout de suite après qu'ils m'ont détenu, on a été euh, mis en procès par la GRC de Houston. Ils ont été vraiment très polis et respectueux lors de l'arrestation. On voyait vraiment leur réticence à nous arrêter. Mais bon, ils devaient faire ce qu'ils devaient faire parce que c'est euh, un ordre qui venait de beaucoup plus haut. Donc, je n'ai rien contre les personnes qui m'ont arrêté, mais c'est vraiment, comme vous le savez, un souhait que nous avons pour eux et pour nos peuples. Et j'étais vraiment très, très déprimée les 4 premiers mois avant d'être détenue. Ça a été vraiment très difficile parce que tout à coup, je n'ai plus le droit d'être sur ma terre. Je n'ai plus le droit de participer, de soutenir aucun mouvement de résistance contre la, la destruction de nos terres de la part de CGL. Donc, ça a été vraiment très difficile pour moi quand j'ai été détenue. Et comme en tant que Luxem, quand on a commencé à avoir la saisie des biens de CGL parce qu'ils ne respectaient pas notre autorité sur nos terres. Donc, nous avions décidé que pour pouvoir attirer leur attention, CGL est simplement un titre d'un projet. C'est LNG Canada. C'est un conglomérat qui a 5 grandes corporations de pétrole en Asie. Et donc, c'est Dutch Shell aussi qui a 40% d'intérêt de LNG Canada et sont sous le nom de Bruna Shell. Donc, quand ces corporations étaient en train de construire le pipeline CGL, ce que ces corporations ont fait, c'est qu'ils ont
engagé TCN TransCanada pour construire le pipeline. Et ensuite, bon, TransCanada est un des projets de CGL, mais comme tout le monde sait, CGL n'est pas une entreprise, une compagnie de pétrole, c'est vraiment des sous-traitants. Et c'est TransCanada qui planifiait de construire ce pipeline à la fin des années 90, début des années 2000. Et on avait réussi à arrêter cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment utilisé le même pipeline qu'ils voulaient utiliser dans les années 90. Et la façon dont le gouvernement fédéral l'a conçu, c'est que, bon, ils ont normalisé l'épaisseur de tous les canalisations, tous les conduits. Et ça a été clairement dit que s'ils changeaient tout produit qui passe dans ces conduits, que ce soit du gaz naturel ou autre, les accords vont être renégociés. Donc, ceci, il faut le garder en tête. Il y a beaucoup vraiment d'entente entre l'industrie et le gouvernement. Et si on voit aussi à l'époque de Stephen Harper et Trudeau, ils ne sont jamais conduits comme premier ministre du Canada, vraiment comme des présidents de compagnies pétrolières. Et quand Stephen Harper voulait vraiment mettre Canada sous l'influence du pétrole et que c'est cela qui allait faire croître la valeur du dollar canadien. Il y a un commentaire. On pourrait vraiment avoir cette conversation pendant des heures, vous écouter. Il y a tellement d'histoires, tellement de connaissances que vous partagez avec nous. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants. Mais on veut s'assurer que les questions qui viennent aussi de l'audience sont répondues. Il y a une question en particulier qui ressemble beaucoup à ce que vous parliez tantôt, qui est le rôle des élus dans la crise à laquelle vous faisiez face. Donc, une question, c'est que là qu'il y a une élection provinciale dans Colombie-Britannique, qu'est-ce que vous pensez que Chief Dashiell pense de la position de ces partis politiques pour répondre ou continuer à ignorer la construction des pipelines et autres? Est-ce qu'on a entendu des commentaires de ces partis envers les peuples autochtones? Et bon, c'est une question de l'audience et ensuite on en aura d'autres qu'on voudrait réussir à y répondre. C'est une question très intéressante et c'est bon, quelque chose qu'on pourrait élaborer longtemps, mais les fonctions du gouvernement, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas toujours, mais c'est important de savoir qu'il y a tellement de ressources dans nos terres qu'ils ne sont pas prêts à laisser tomber. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient Ils essaient de négocier des circonstances où ils peuvent encore aller chercher de nos ressources plutôt que de donner à Wet'suwet'en les 22 000 kilomètres carrés au complet. Ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils veulent manipuler un point qu'ils veulent que le Wet'suwet'en devienne comme une corporation et continuer à travailler comme une corporation sous le gouvernement provincial fédéral. Puis, souhaite que plutôt que d'avoir des chefs héritaires, il va avoir des
des responsables élus à travers le territoire, puis ils veulent nous forcer à faire cela dans les négociations pour nos terres. Ils l'ont fait avec d'autres nations et c'est ce que le Wet'suwet'en résiste. Le peuple résiste parce que pendant des milliers d'années, on a géré nos territoires de groupes de maisons et de clans. Et c'est ce que nous voulons poursuivre pour les générations futures, pour nos enfants. On ne veut pas qu'ils apprennent à... on veut s'assurer qu'ils soient capables de prendre soin de la terre. Même quand on regarde la coupe de bois, c'est exagéré. C'est 80% de notre territoire qui est surexploité. Et puis, ça aussi, c'est quelque chose qui a dérangé le climat, les poissons, les animaux, l'habitat. Ils ont été déplacés, il y en a qui sont détruits. L'habitat qui est détruit aussi. Et puis, à cause de toutes ces industries, que ce soit la coupe de bois, les mines, tous ces aspects d'aller chercher les ressources, de surexploiter. Désolé. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'on est dans une situation où le gouvernement, par exemple, le gouvernement a des milliards de dollars de ressources miniers, etc. sur le terre Wet'suwet'en. Ils ne veulent pas perdre rien de tout ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résistance et tant de résistance qui vient du gouvernement. Puis, bon, ils ont leur avocat qui travaille avec nos chefs et c'est important aussi pour nous de pouvoir s'assurer. Je pense que ce qui est de plus important, c'est qu'on aura besoin que d'autres pays viennent reconnaître l'autonomie Wet'suwet'en. On doit être reconnu comme notre propre petit pays entre le Gitxaam et Wet'suwet'en. Puis, ce qui est important là aussi, c'est qu'on trouve le moyen de pouvoir faire cela, car le Canada ne va jamais laisser et vont dire simplement plus de milliards de kilomètres au Canada, étant au gouvernement. Puis Colombie-Britannique, c'est juste en bas d'1 million. Quand on regarde, on est 2,3% de Colombie-Britannique. Et puis cette résistance de nous redonner nos terres, c'est terrible, c'est incroyable. Et la honte qu'on projette sur le gouvernement, puis continue à résister, de nous donner ce 22 000 km², nous donner notre autonomie. Alors oui, je pense que c'est très important que le monde, que les gens, s'il y a d'autres gouvernements dans le monde qui ont une noblesse et qui peuvent reconnaître le Wet'suwet'en comme étant leur propre pays. Puis là, je vais faire un peu de suivi avec une autre question qui arrive. Pourquoi les peuples Premières Nations qui ont des droits sur ces terres non cédées, pourquoi ils ne poursuivent pas le gouvernement canadien ou les corporations d'avoir violé leurs droits, d'endommager leurs terres? Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un peu en lien avec ce que vous étiez en train de dire aussi, là. Mais c'est ce que les chefs héréditaires ont fait aussi, c'est de justement prendre le gouvernement en cours et justement quand il y avait la Cour suprême de Colombie-Britannique, bon, il y avait toujours un défi sur preuve que la terre nous appartenait. Donc, on avait plein de procès comme ça, puis peu importe ce qu'on faisait, il y avait les histoires des terres, connaissaient leur territoire, pouvaient tout raconter, tout expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la décision s'est prise, ça n'a pas été favorable pour le Wet'suwet'en. Quand McEachern, le chef de justice, a
a dit que tout ce qui était raconté oralement ne pouvait pas être admis en cours et que on allait tout de suite Après, on est allé à la Cour suprême du Canada, puis les 5 juges de la Cour suprême ont dit très clairement que les territoires Gitcham et Wet'suwet'en, leurs droits, ben, ça date avant la couronne provinciale, fédérale. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'ils l'ont renvoyé comme ça dans ce milieu politique en disant, bon, étant un système de justice coloniale, pouvait simplement reconnaître que la terre, oui, était à nous, mais ne pouvait pas nous le donner. On est déjà propriétaires selon eux. Donc, nos droits n'ont jamais été éliminés et puis ils sont encore là. Mais ni le gouvernement provincial ni fédéral acceptent cela comme fait. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, on a eu des négociations les négociations pendant 5 ans pour les droits de nos terres entre 97 et 2003. Puis après, on avait acheté. Ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement fédéral provincial utilisait des tactiques de négociation injustes contre le peuple Wet'suwet'en dans ces temps de négociation où ce qu'ils faisaient, c'est que ils avaient un modèle de sélection de terre qu'ils avaient choisi eux-mêmes et voulaient simplement donner 5 de nos 22 000 km² en disant, fais choisir n'importe quels endroits sur ce territoire du 22 000 km² et on va vous le signer puis vous le donner, ce petit pourcentage. Les chefs ont dit non dès le début. Non, on veut le tout. Les 22 000 km, on veut l'autonomie sur cette terre-là. Et ce qui s'est produit, c'est que nos chefs, quand ils ont commencé à utiliser ces négociations injustes pour nous faire négocier à l'intérieur d'une petite boîte créée par eux, c'était important pour nous à ce moment-là de s'en aller, de ne plus rester dans ces négociations-là. Parce qu'on tournait dans le vide et puis comme je vous dis, cette résistance de la part du gouvernement provincial, fédéral, c'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Donc, à la lumière de cela, voici une autre question qui nous arrive de l'audience des participants. Quels changements légaux ou de constitutionnels doivent être faits pour permettre que vous et le peuple Wet'suwet'en, que tout ce que vous avez vécu depuis tant d'années, je vais reposer la question en anglais. Constitutionnels sont nécessaires pour corriger la situation que vous et votre nation, la nation Wet'suwet'en, endurent depuis tant d'années. Could you speak to that? Yeah, Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. Je pense que ça prend des changements importants à tout ce système judiciaire canadien parce que le Wet'suwet'en, on a nos propres lois qui nous ont été transmises pendant des milliers d'années et on les suit, on les vit. Le Wet'suwet'en reconnaît ces lois-là, respecte ces lois-là, tandis que les colonisateurs, les colons ne respectent pas cela, nos lois. Alors, ça va être assez important que toutes les lois Wet'suwet'en, Gitcham soient reconnues par le système judiciaire colonial et que vraiment ça soit suivi, adhéré. Mais présentement, c'est de protéger le statu quo, ce qui est déjà là, le système canadien ou les colonisateurs, si on veut, ont toujours le dernier mot. Alors, c'est comme un peu ces Blancs qui veulent décider tout, qui veulent être suprêmes sur tous les peuples autochtones, toutes les Premières Nations. Et nous ont obligés à devenir tous des Indiens légalisés. L'État et l'Église nous donnaient des noms anglais, nous donnaient un numéro de statut, créer tout ce statut légalisé pour les Indiens, pour les Autochtones. Puis beaucoup de nos gens ont accepté cela, sont tombés dedans, puis c'est dommage. Puis maintenant, il y en a qui cherchent à protéger ça aussi, tous ces conseils de bande qui sont un peu comme des gouvernements de marionnettes pour le gouvernement canadien ou fédéral, si on veut. Donc, il
Ils travaillent pour le gouvernement fédéral, son non-lieu. Donc, c'est pour ça que le gouvernement fédéral, provincial essaie de créer des petits accords avec le conseil plutôt que de travailler avec les chefs héréditaires. Parce que nous, on ne va pas accepter ce concept-là, puis on résiste. Et c'est aussi ça qu'on a vécu à la Cour. Puis jusqu'à maintenant, nous sommes encore en train de résister cela. Une autre question qui nous arrive, chef, en lien avec le secteur privé. Pensez-vous que ces géos qui ont eu un lien dans votre situation ou c'est-à-dire qui ont fait exprès de ne pas suivre, puis de ne pas suivre les lois pour l'environnement? Puis, De manière flagrante les lois sur l'environnement et quel est le rôle du secteur privé de la sécurité dans tout ceci? Well, I think that I know you have a lot to say about alors, je sais que vous avez peut-être beaucoup à dire. Alors oui, cette compagnie CGL, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de créer un scénario qu'il y avait un grand besoin. Bon, je peux prendre un exemple. Quand on m'a arrêté, ils ont dit c'est parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'eau dans leur camp de travail, puis ils n'arrivaient pas à régler leur situation des eaux sanitaires. Et c'était pas vrai, c'était un mensonge. Et puis la police montée a cru tout ça, même si je leur ai dit que rien de ça était vrai, c'était un mensonge. Ils avaient déjà une route qui était construite, qui était très belle, de kilomètres jusqu'à leur camp. Alors ils avaient accès, puis on avait parlé avec un des ingénieurs de CGO, puis il était de France, puis il avait dit, oui, vraiment une belle route, c'est comme ça que j'arrive tout le temps, puis c'est comme ça que leur nourriture et leurs biens arrivent. Et là, ils ont menti à la police royale, la police montée, et ils ont créé un scénario qu'ils étaient en train de souffrir, en grand besoin, que les gens qui étaient là dans le camp n'avaient plus à l'aide avec des besoins urgents extrêmes. Puis bon, la police, ils ont joué le jeu, ils ont suivi la comédie, puis tout ça poursuivi. Puis c'est la même chose quand ils ont reçu le mot euh, quand ils ont su qu'ils ont fait tant de mensonges, puis une collaboration vraiment avec la police montée quand ils ont eu leur mot d'expulsion, tout ça. Donc, sont allés chercher des hélicoptères, des gens hyper armés, une douzaine de motoneiges avec des militaires qui s'en venaient, puis qui nous entouraient, puis qui nous pointaient avec toutes leurs armes. Je vous dis, là, c'était vraiment pour nous provoquer. Et puis, non, nous, on s'est pas laissé malgré toute cette pression-là. On a tenu fort malgré toute leur tactique. Et c'est là où je dirais que tous ceux qui soutiennent la liberté, tous ceux qui veulent défendre nos terres, c'était très important que les personnes-là soient reconnues parce qu'il y en a plusieurs qui venaient de partout du Canada pour défendre, comme les Mohawks. Ils avaient une alliance avec le Wet'suwet'en depuis les années 80, quand il y avait eu Kanawaki aussi, puis où il y a eu une guerre du gouvernement canadien contre les Mohawks. Alors, quand tout ça, ça s'est produit, bon, les premières personnes à venir tenir avec nous, Gitxwan, Wet'suwet'en, puis où on avait eu à bloquer le train ou les routes pour essayer de désarmer un peu cette situation des Mohawks aussi. Et ils n'ont jamais oublié qu'on avait été là pour eux, puis ils étaient là pour nous. Ils nous ont soutenus quand c'était le temps de fermer les Mohawks et d'autres Premières Nations à travers le Canada étaient vraiment un soutien pour le peuple Wet'suwet'en. Et nous sommes tellement reconnaissants pour tout cela. Il n'y a pas assez à dire sur cela, honnêtement, cette reconnaissance pour tous ces peuples qui étaient là pour nous soutenir. And Mhm. yeah, it chokes And me that's up. a Yeah, just yes, thinking about it. it Oui, does, it does. ça donne beaucoup à réfléchir. Ça me donne la chair de poule. C'est un beau message qu'au milieu de
tant d'injustices, de violations, nous témoignons aussi tant de solidarité de, très, très distinctive des peuples autochtones. Il y a une question ici qui est vraiment en lien avec ceci d'un de nos participants. Bon, les défendeurs des terres qui font face aussi à des contraintes similaires et des accusations du genre. Oui, Molly Wickham et certaines des collègues, de ses collègues attendent le verdict sur les accusations qu'il y a contre eux euh, par bris d'injonction. Donc, nous avons été tous accusés de contenu criminel simplement parce qu'on essaie de défendre nos terres. Mais la décision a été reportée et je, parce que, bon, on devait recevoir la décision la semaine dernière, donc elle a été accusée, mais c'est la sentence qui n'a pas eu lieu encore. Donc, on attend la sentence. Donc, oui, elle a été accusée criminellement et faussement, selon moi, parce que, comme je disais, le système juridique fonctionne en faveur de l'industrie et du gouvernement. Nous approchons la fin de cette conversation si fascinante et nous sommes tous d'accord qu'on pourrait en parler pour toujours. Bon, nous avons beaucoup parlé du passé difficile, une histoire difficile, la violence dans le présent. Est-ce qu'on peut parler de l'avenir? Quelle est votre vision du futur pour votre peuple, vos terres? Comment voyez-vous un peuple plus juste et équitable? Je demande au chef quelle est sa vision de l'avenir pour le peuple wet'suwet'en et pour son territoire. Qu'aimerait-il voir se produire pour un avenir plus juste et plus équitable? Over to you, Chief. Thank you. À vous, chef. Merci. Les Giksagan et Sowetan sont des peuples qui travaillent ensemble depuis des milliers d'années. La culture découle de notre culture Wet'suwet'en et les noms viennent des Giksam comme nous. Nous sommes des descendants afro-basques, donc nos langues sont en fait le plus grand groupe de langues au Canada. Donc, on parle tous la même langue, les Ofotin et Nanotewan. Et même aux États-Unis, il y a les Navajos qui sont appelés également comme nous parce qu'il y a toute une histoire en arrière. Mais bon, par rapport à ce que devrait être notre avenir, bon, c'est très clair que les Gibson et les Wet'suwet'en devraient être un pays à part du Canada. On ne doit pas être sous le drapeau du Canada. On connaît nos terres, notre histoire, ce que nous sommes capables de faire en tant que nation. Donc, il est important quand on voit ce que les États-Unis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont donné à Israël un bout de terre qui ne leur appartenait pas, mais ils ont tellement investi dans des troupes et campagnes qu'ils ont reçu cette terre. Et c'est intéressant de voir qu'Israël est exactement 22 000 km², tout comme le territoire Wet'suwet'en. Et quand on voit tout ce qui se passe là-bas, c'est important que nous, jamais, jamais, on ne se retrouve dans les mêmes circonstances. Et c'est quelque chose qui ne va jamais arriver parce que nous sommes des personnes très pacifiques. Et c'est pour ça que ça a été si facile pour les Euro-Canadiens d'occuper nos territoires parce que nous avons été toujours très généreux et quand les colonisateurs sont arrivés, nous leur avons ouvert la porte et nous les avons nourris, nous les avons maintenus en vie. Et on entend
personnes qui connaissent bien que l'Église laissait parfois leurs gens mourir de faim, alors que nous, on avait nos ressources, on avait notre nourriture et nous avons été très généreux, très accueillants. Et ça a été vraiment ce qui a causé notre, notre diminution, c'est que on n'était pas comme les Européens, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Nous avons toujours vu que nous appartenons à la terre, nous nourrissons la terre qui nous nourrit et on veut s'assurer que cette terre soit là pour les générations à venir. Donc, je crois qu'il est très important que ce soit des pays européens ou asiatiques comme le Japon, qu'on nous reconnaisse en tant que pays autonome parce que nous le sommes et on pense que c'est un pas essentiel parce que c'est quelque chose qui ne viendra pas du Canada, qui ne viendra pas de la Colombie-Britannique. Ils vont résister. Alors, je pense que ce serait la prochaine étape parce que nous en parlons depuis les années 80. Nous y sommes arrivés très près à un moment donné, mais bon, je n'irai pas dans les détails de ce qui est arrivé, car ça n'a pas bien terminé. Merci beaucoup, chef. Je veux rappeler notre audience que beaucoup de ce que notre chef a parlé, c'est vraiment codifié dans la loi internationale et c'est dans les obligations du gouvernement canadien qui doit mettre en place ces instruments et dans les déclarations aussi de l'ONU et leur donner ce droit d'autodétermination, leur propre gouvernance. Et si vous n'avez pas cette déclaration près de vous, je vous encourage à aller chercher une copie en ligne et en vous familiariser parce que c'est vraiment très intéressant. J'espère que vous voyez, chef, tous les cœurs qui remplissent l'écran, qui montrent ce soutien envers vous. Alors, je vais passer la parole maintenant à ma collègue France Isabelle pour conclure. Merci beaucoup, chef Datsahil. Les participants qui ont été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. I hope that you appreciate the conversation that we did have with Chief Tail. It was very informative. Ça a été vraiment une rencontre très informative pour la plupart d'entre nous. Et pour conclure, j'aimerais tout d'abord remercier vraiment du fond du cœur, comme vous voyez, tous les cœurs qui flottent à l'écran. Et en commençant par reconnaître que moi-même, je suis dans des terres ancestrales non cédées qui ont servi de lieu de rencontre, échange de peuples autochtones de Kanak, la nation et d'autres nations. Et je souhaite qu'on reconnaisse et qu'on respecte ces peuples où est-ce que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci énormément, chef d'Asraël. Et on demeure en solidarité avec vous. We still are in solidarity with the Wet'suwet'en Nations. Donc, nous sommes en solidarité avec les nations Wet'suwet'en et nous vous offrons notre soutien. Merci tellement. Je vois tous ces cœurs et je veux dire à tout le monde au monde et au Canada qui regarde ceci, tout mon amour et bénédiction pour vous tous. C'est vraiment très touchant de voir tout le soutien que nous avons. Mon amour à Amnesty International et tous les participantes à ce webinaire et tout le travail que vous faites pour vraiment créer conscience dans le monde par rapport à la situation de nos peuples. Et j'espère continuer à collaborer avec vous. Et je crois que c'est très important le travail que vous faites. Comme je disais
ce matin, je parlais à mon neveu, j'écoutais tout le temps Radio-Canada et maintenant, ce que je regarde, c'est plutôt les rapports d'Amnesty. Ça me fascine vraiment voir tout ce que vous faites depuis de longues années. C'est un travail admirable et je vous félicite chacun, chacune d'entre vous. Tout mon amour et mes bénédictions. Merci énormément. Merci. Il y a beaucoup de mots de remerciements dans la boîte de dialogue qui vous sont adressés. Merci, merci beaucoup. That's it, fellows. Thank you very much. We are done today. Merci infiniment. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Beaucoup d'amour à tous et à toutes. Cheers.